Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de regarder cette émission axée sur le décryptage de l'actualité. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux un jeune acteur politique. Il s'appelle Rodriguez Momassia. Il est d'Ensemble pour la République, coordonnateur de la jeunesse pour les comptes de la commune d'Engaba, et avec lui, nous allons devoir passer en revue les différentes questions d'actualité qui restent dominées par les élections, la situation sécuritaire, mais aussi la santé politique d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Tchapoué, candidat numéro 3 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Bienvenue, cher Rodriguez. Merci beaucoup, M. Hervé. Comment allez-vous? En tout cas, nous allons bien. Dieu est là pour nous protéger. Merci. C'est quoi votre intérêt sur la politique? On voit des jeunes gens émerger dans l'entrepreneuriat. Récemment d'ailleurs, les chefs de l'État les avaient reçus pour essayer un peu d'évoquer les climats des affaires. Qu'est-ce qui explique votre motivation ou votre appartenance dans une famille politique et votre militantisme même pour l'avènement d'un Congo nouveau? Merci beaucoup, M. Hervé. D'entrée de jeu, je tiens quand même à dire merci à toute la population. Parce que comme vous l'avez mentionné tantôt, que je suis le coordonnateur de la jeunesse d'Ensemble pour la République au niveau de la fédération d'Engaba. Et c'est cette responsabilité-là qui m'a été donnée au niveau du parti. Et donc par rapport à votre question, je peux justement vous dire que, comme on dit, l'avenir, la jeunesse est l'avenir de demain. Et donc vous savez que depuis un bon bout de temps, ici dans ces pays, nous avons constaté que la gestion du pays a toujours été conservée par un groupe de gens qui, du reste, ils ont même vieilli. C'est-à-dire que l'âge est avancé. Ils sont devenus en fait dans l'incapacité de réfléchir sur comment imprimer une nouvelle politique ici dans ces pays. Et donc nous, la jeunesse, nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à ce que nous voyons et ce que nous constatons aussi dans ces pays. Raison pour laquelle moi, j'ai pris l'option, en tout cas, de me lancer en politique, plus particulièrement, et adhérer dans ce parti Ensemble pour la République qu'appartient le président Moïse Tchapoué, au regard d'ailleurs de la vision, la grande vision qu'il a pour ces pays, aussi au regard de l'idéologie de notre parti qui est Ensemble pour la République. C'est quoi l'idéologie de votre parti? Évidemment, nous sommes des libéraux socialistes, non seulement que nous sommes libéraux socialistes, mais aussi parce que cette idéologie-là n'est pas restée que dans l'imaginaire de notre cher beau pays. Cette idéologie-là a toujours été imprimée par notre président, qui est le président Moïse Katumbi Tchapoué. Vous l'avez vu, les exemples en sont légion. Ses activités ou ses actions sur terrain, il a toujours été du côté social des Congolais. Il a toujours œuvré au profit de cette population-là. Ce qui a toujours été contraire par rapport à ce que nous dirigent aujourd'hui, prétendant qu'ils sont aussi socialistes. Mais lorsqu'on regarde le fond, en fait, c'est tout autre chose. Donc voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à ça. Très bien, on va parler actualité, mais avant cela, comment se porte Ensemble pour la République? Nous sommes dans la période préélectorale, d'ailleurs dans quelques jours, on va lancer de manière officielle la campagne électorale. Comment vous vous préparez justement pour affronter les élections? Et donc, Ensemble pour la République, déjà, je tiens à vous dire que les partis chers à Moïse Katumbi Tchapoué se portent à merveille. Se portent à merveille, nous particulièrement ici à la ville de Kinshasa, et plus particulièrement encore à la fédération d'Engaba, laquelle fédération est dirigée par les camarades Papi Mwenze, d'ailleurs, la population d'Engaba appelle affectueusement Papi Ngaba. En tout cas, les partis se portent bien. Nous sommes en train de nous organiser par rapport aux élections, parce que justement, nous voulons que ces élections soient des élections de transparence. Vous savez, le combat que nous avons mené aux élections de 2018, c'était un combat pour l'alternance. Et nous l'avons acquis. Et pour ces élections de 2023, nous voulons que ce soit des élections transparentes par rapport à d'autres élections que nous avons connues dans ces pays. Raison pour laquelle la fédération d'Engaba, ensemble avec les camarades Papi Mwenze, nous sommes en train de travailler comment mettre des témoins, comment organiser, en tout cas à notre niveau,
la surveillance des élections au niveau de notre fédération des Ngaba. Et nous croyons fermement que non, grâce à la vigilance de la population de Ngaba, grâce à la vigilance à ceux-là qui ont cru ou continuent à croire à la politique du camarade Papi Mwenze et à notre politique d'ensemble pour la République, nous allons veiller à ce qu'aucune voix qui sera portée à notre camarade Papi Mwenze et de surcroît à notre président Moïse Katumbi Chapwe soit volée par les ennemis de la République. Vous avez quel atout majeur qui peut vous permettre aujourd'hui d'empêcher la fraude électorale? C'est bien d'évoquer la surveillance électorale, mais est-ce que vous avez les atouts nécessaires pour barrer la route à la fraude et à la tricherie? Mais déjà les lois de la République, notamment la loi qui organise la CENI, en a prévu. Et que d'abord, il faut que les résultats des élections soient affichés bureau par bureau. Ça, c'est déjà un atout parce que ça va nous permettre à ce que nos témoins qui seront partagés ou envoyés dans différents centres de... Je vous rappelle que cette loi n'a pas vu le jour en 2023. En 2018, cette loi a existé aussi. Mais on a vu qu'on a une année sans passer. Je peux te dire que non, les années passent, mais ne se ressemblaient pas. La RDC a eu aujourd'hui... l'année 2023 ou des élections de 2023. Et bien évidemment, la RDC a eu aujourd'hui une expérience. Après 3 cycles d'organisation des élections, nous sommes en 2023 et la jeunesse congolaise, plus particulièrement et en général la population congolaise, est aujourd'hui assez mûre pour s'organiser afin de veiller à ce que les élections passent dans de bonnes conditions. Et nous, à notre niveau en tout cas, nous pensons que ces lois-là seraient d'application. Nous demandons d'ailleurs même à ceux qui sont au pouvoir en place aujourd'hui, plus particulièrement à la CENI qui est une institution indépendante, de faire ce que la loi demande tout justement pour permettre nous d'avoir l'idée sur les résultats qui seront publiés dans les jours à venir. Très bien. Le vote. Oui. Vous militez pour l'élection de Moïse Katumbi Chapwe, initiateur de votre parti politique. Vous le présentez généralement comme un homme au grand cœur, un homme qui a une grande vision pour le Congo, un homme dont les actions ne sont plus à démontrer. Mais pour certains, Moïse Katumbi, c'est le candidat des Occidentaux, c'est ce candidat qui va mettre à mal les minéraux de la République démocratique du Congo. Vous, comme jeune d'Ensemble pour la République, comment réagissez-vous lorsque vous entendez les gens parler un peu en mal de votre président? Mais c'est la paire tout justement, cher Hervé, c'est la paire. Parce qu'ils savent que Moïse est un candidat potentiel. Ils savent que le leadership qu'incarne le président Moïse Katumbi, c'est un leadership transformationnel. Nous avons entendu ici dans ces pays quelqu'un qui a dit que j'ai rencontré Jésus à Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que non, tout ce que ces messieurs-là tiennent entre ses mains les transforme alors. Et nous croyons aujourd'hui que ce pays-ci, le Congo, une fois entre les mains de ces messieurs-là, nous allons voir des miracles s'opérer dans ces pays. Mais attendez un peu. Vous savez, dans ces pays, nous avons un parti qui s'appelle UDPS. Ce parti a plus de 40 ans d'existence. Tout au long de sa lutte, tout au long de son militantisme ou tout au long de son combat, il a promis monts et merveilles. Arrivé au pouvoir, ça fait aujourd'hui 5 ans, son bilan est assez mitigeux. Il y a des compatriotes qui estiment que le président de la République a bien travaillé, tout comme aussi il y a d'autres qui pensent que le président a échoué. Qu'est-ce qui fera la différence entre Ensemble pour la République et l'UDPS? Mais une fois arrivé au pouvoir, peut-être. Monsieur Hervé, 37 ans dans l'opposition. Vous savez, lorsqu'on accroît en âge, on devrait s'accroître aussi en maturité et en sagesse. Nous avons cru à l'IDPS. Nous avons cru au combat qu'a mené l'IDPS dans ces pays. Nous avons cru qu'une fois l'IDPS au pouvoir, nous n'aurons pas rencontré ou vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On nous a chanté dans ces pays ici, les peuples d'or. Où les peuples d'abord? Où en sommes-nous? Pas plus tard qu'avant-hier ici. Nous sommes à la Gombe ici. Il y a eu pluie. Vous avez vu ce qui s'est passé ici? Vers 24? Un jeune homme en train de nager. Un jeune homme en train de nager en pleine ville. Ça arrive partout. Mais non, écoutez, est-ce qu'on vous a déjà parlé de la politique urbanistique dans ces pays? Vous gérez les pays, vous gérez la ville. Quelle est cette politique-là que vous avez déjà démontré ou émis sur terrain ou sur place? Comment vous allez organiser? Vous savez, des villes comme les villes de Kinshasa, ce sont des villes
dont on ne peut même pas parler des inondations ici. C'est tout simplement parce que les gens qui nous dirigent sont de mauvaise foi. Et donc, s'ils étaient de bonne foi, moi je crois fermement que non. Avec la position géographique que se situe la ville de Kinshasa, on peut même pas parler des inondations. Et donc, s'il y a des inondations aujourd'hui dans cette ville de Kinshasa, tout simplement, c'est parce que les gens ne veulent pas travailler au profit de la population. Parce que les gens veulent tout simplement que la population continue dans la souffrance, dans la misère. Tout simplement. Parce que l'argent qu'ils ont aujourd'hui, on nous a inventé ici. À Kinshasa, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait de grave? À ce qui concerne, par exemple, l'aménagement du territoire, à ce qui concerne, par exemple, même dans le secteur de l'emploi, de la jeunesse. Parce que je suis jeune, je dois quand même en parler. Et donc, n'avez-vous pas vu les millionnaires créés par le président de la République? Ils ont été reçus, je crois, la semaine dernière, par le chef de l'État, des millionnaires. Il y a même un qui a offert comme ça 9 999 $, je pense, au président de la République. Vous avez vu les comptes à banque de ces millionnaires-là? Attendez un peu, les chiffres d'affaires. Écoutez, messieurs, les chiffres d'affaires, les capitales sociales de ces différents entrepreneurs-là, qu'aujourd'hui on nous dit que ce sont des millionnaires. Bon, s'ils sont des millionnaires, comme ils le disent, nous encourageons. Nous voulons que les choses aillent dans ce sens-là. Mais nous en doutons encore fort. Parce que, souvenez-vous, dans ces pays, nous avons connu les My God rêves dans ces pays. Beaucoup de gens ont perdu leur argent ici. Est-ce que cette société-là a été inquiétée? Ce n'était pas une invention du régime. Ah bon. Si ce n'était pas une invention de ces régimes, ces sociétés-là ont été inquiétées dans ces pays. Ça frise une complicité entre ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui tenter de nous dire que non. Et bien évidemment, bingo. Bingo. L'argent est parti comme ça. Il faut y ajouter aussi l'argent des rames qui est parti comme ça. Ah, mais Sylvain. Et donc, pour dire que non, l'IDPS devrait nous imprimer une autre politique dans ces pays. Mais nous sommes déçus de constater là où les pays se retrouvent aujourd'hui. 5 ans après. 5 ans après, c'est beaucoup. 5 ans après, vous partagez le bilan de ces premiers quinquennats de Félix Tshisekedi. Justin Kabou, vous vous rappelez, vous avez géré avec eux. Quand il fallait mettre fin à la coalition FCCK, le président avait tendu sa main à la classe politique. Moïse Katumbi l'a saisi, vous avez adhéré, vous avez créé l'Union Sacrée, vous y avez travaillé pendant des années, et voilà. Et vous savez, dans tout pays, dans toute organisation, il n'y a qu'un seul chef. Le Congo, aujourd'hui, celui qui dirige le Congo, c'est M. Félix Tshisekedi. Et donc, vous avez même vu, vous connaissez, et puisque le pouvoir est décentralisé, il a responsabilisé certains proches de Moïse Katumbi. Les conseils des ministres qui les tient, n'est-ce pas le président de la République et son premier ministre? Qui donne les impulsions? Ce ne sont pas eux. Et d'ailleurs, en passant, vous le savez que nos ministres, les ministres qui sont l'émanation de l'ensemble pour la République, ce sont les seuls ministres qui ont excellé dans de bons sens dans ces différents gouvernements, pendant que nous étions encore à l'Union Sacrée. Et ça, mais fait d'heureuse mémoire notre cher Chéribin Okende. Ce qu'il a fait avec le ministère des Transports. Hein? Qui d'autre pouvait en faire ainsi si ça ne pouvait pas être lui? Et donc, il y a beaucoup de choses que nos ministres, tout en étant à l'Union Sacrée, tout en étant au gouvernement, ils ont apporté dans leur édifice. Mais lorsque nous nous sommes rendus compte que non, la vision pour laquelle nous sommes allés à l'Union Sacrée n'était pas respectée, le peuple pour lequel nous sommes allés, n'est-ce pas, faire du bien, n'a pas été à la hauteur. Le gouvernement ou l'Union Sacrée n'a pas été à la hauteur de donner à cette population-là ce qu'elle voulait. Nous sommes décidés de quitter. Et donc, ce qui est tout à fait normal, monsieur. Très bien. Vous allez participer aux élections, mais il y a aussi certains de vos cadres d'ensemble pour la République qui sont inquiétés, notamment l'honorable Mike Moukebaï qui est détenu au niveau des Makala. Il a été arrêté depuis le 21 mai, je pense. Il a introduit une requête à la Cour constitutionnelle depuis le 1er juin. La Cour n'a jamais rendu son arrêt pour répondre à Mike Moukebaï. Vous avez
le conseiller spécial de Moïse Katumbi, M. Salomon Idi Kalondadela, qui se trouve entre la vie et la mort, interné dans un centre hospitalier de la place. Le ministère public a formulé même une demande de le juger sur son lit d'hôpital. Vous avez Chérubin Okende qui est encore à la morgue, assassiné depuis le mois de juillet. Daniel Safou qui serait toujours en cavale, bien qu'il a fait une apparition à travers une vidéo. Est-ce que vous avez encore les nerfs solides pour tenir jusqu'aux élections face à tout ce que votre parti subit aujourd'hui? J'ai tenté de vous dire ceci. Et que même aux États-Unis d'Amérique, on ne jugerait pas une personne sur le lit de l'hôpital. Le combat de l'ensemble pour la République, notre projet de société, même si nous ne sommes pas encore pendant la campagne pour en parler ainsi, mais néanmoins, je tiens quand même à vous le dire. Il faut renforcer la démocratie et l'état des droits dans ces pays. La démocratie et l'état des droits dans ces pays souffrent pour son application. C'était ça aussi le combat de l'UDPS. Mais aujourd'hui au pouvoir, nous apprenons avec regret qu'on veut commencer à juger des gens qui sont à l'IT. Nous en sommes désolés, messieurs V. Nous en sommes désolés. C'est pourquoi j'étais tenté de vous dire ici au début que l'UDPS, village qu'ils ont fait à l'opposition, devrait nous donner une autre politique dans ces pays. C'était l'espoir, la foi que nous avons fait à ces partis politiques. Mais hélas, aujourd'hui que les camarades Chérubin Okende est parti, les camarades de Mike Moukeba se retrouvent en geôle, en prison, les camarades Salomon Escadela, aujourd'hui, dans des conditions que vous connaissez, entre la vie et la mort. Où est cette démocratie qu'on nous a toujours vantée par l'UDPS? Où est cet état de droit? Mais nous disons, une fois Katumbi au pouvoir, nous allons mettre en place cette justice-là équitable pour que la population congolaise, pour que les Congolais cessent d'être traqués, maltraités injustement dans leur propre pays. Très bien. Les élections approchent au niveau de l'opposition. On sent une sorte de... on va dire, il n'y a pas rassemblement de l'opposition, selon certains. Les leaders de l'opposition ou les candidats présidents de l'opposition ne savent pas se mettre autour d'une table pour discuter et dégager une candidature commune. D'abord, ce n'est pas une obligation pour eux d'avoir un candidat commun. Mais est-ce que vous êtes en mesure de battre Félix Tshisekedi qui a derrière lui le soutien des gabarits, des grands gabarits, comme Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Moussa Nyamwisi, Bahati Lukwebo, Mbosoko Diassama Lukonde? Est-ce que vous avez encore les atouts, vous, de l'opposition, pour affronter Félix Tshisekedi et le battre aux urnes? Il faut descendre sur terrain. Il faut palper la réalité sur terrain. Les discours d'ensemble pour la République plus particulièrement, c'est le discours de terrain. C'est le discours de cette maman-là, marchande, qui vend au coin. C'est le discours, en fait, du taux de dollar. C'est le discours de la rame. C'est le discours de tout ce que ce régime nous a fait pour que nous puissions arriver jusqu'au stade auquel nous sommes aujourd'hui. Je vous rassure que ce régime n'a pas de discours. L'ensemble pour la République est prêt. Et nous nous sommes dit que nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains. Négocier pour une candidature commune, ça ne poserait aucun problème. Même si, dans l'hypothèse où on allait de manière dispersée, l'opposition remportera des élections. Comment ça? Mais je vous dis, parce que tout simplement... Vous avez en face de vous quelqu'un qui est mieux organisé que vous. L'organisation par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'ils sont dans... candidat unique pour les comptes de son camp politique. Mais qu'à cela n'est-il... Il a derrière lui le soutien des grands gabarits. Je viens de vous les citer. C'est ce que je vous dis, messieurs. Ce n'est pas parce que les noms dont vous avez cités ici sont en connivence avec celui qui gère le pouvoir aujourd'hui, l'État aujourd'hui, et par conséquent, ils sont favorables à gagner les élections. Non. Il faut voir la population. Nous disons que non. La vérité, c'est du côté de la population. Sacré. Qui vous a dit ça, monsieur? Ah, mais qui sont membres de ces différents partis politiques? N'est-ce pas la population congolaise? Vous avez vu l'exemple ici, au stade des Martyrs ici. Lorsqu'ils ont fait la sortie officielle de leur fameuse union sacrée ici.
Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas? Les gens sont allés là-bas parce qu'ils savaient qu'ils vont prendre leurs 20 000 francs congolais, leurs 10 dollars là-bas, tout simplement. Mais après, ils se sont rentrés dans leur toit respectifs, tout simplement parce que ils ont tué ces pays, ils ont mis ces pays dans des conditions, fragilisé même l'économie de ces pays pour qu'il y ait demain ou après-demain, et surtout vers les élections, revenir encore sur cette même population-là, solliciter leur voix. Mais je crois que la population congolaise ne va pas se laisser faire, et particulièrement la population quinoise. Cette population qui bénéficie à ce jour de la gratuité de l'enseignement grâce à Félix Tshisekedi, cette même population qui bénéficie de la maternité gratuite grâce au même Félix Tshisekedi, cette même population qui a vu l'université de Kinshasa ou les hommes de l'université de Kinshasa être retapés, cette même population qui a vu l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama Emo, être habillé en nouvelle tunique. Vous pensez que la population n'a pas confiance à Félix Tshisekedi? Moi je suis à Ngaba. Il faut aller au centre mère et enfant de Ngaba. Allez voir si dans la maternité il y a des femmes là-bas. Elles sont toutes fouillées. Parce qu'au risque de leur vie, papa. Qui est celui-là qui peut risquer sa vie dans des conditions sous examen? Personne. On nous vante aujourd'hui la gratuité de la maternité. Avec quel hôpital? On nous vante aujourd'hui la gratuité de l'école. Mais écoutez, ce qui tue ces pays, c'est le problème de la vision, c'est aussi le problème de leadership transformationnel. Lorsque vous dites que non, nous sommes au niveau de la matière, nous avons lancé un programme de la gratuité de l'école, il faut que les élèves, nos enfants, nos fils vont aller étudier les gratuits. Mais dans quelles conditions? Il faut aller voir comment ils sont en train d'étudier là-bas. Là, c'était un autre débat. Mais non, écoutez, l'enfant qui doit étudier doit d'abord commencer à étudier dans de bonnes conditions. Il faut organiser les conditionnalités d'études des enfants. L'enseignant qui enseigne là-bas, demandez, ils sont payés à quel taux? Et ils sont payés à combien aujourd'hui? Et vous pensez qu'un enseignant comme ça, qu'on paye 350 000 francs congolais, qui n'est même pas moins de 200 dollars américains, il va aller enseigner dans un auditoire ou dans un auditoire ou dans une salle de classe à plus de 60, 100 élèves. Vous pensez que non, cet enseignant-là serait à mesure en fait de donner le meilleur de lui? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, ce n'est pas un argumentaire aujourd'hui qu'on nous dise que non, parce que nous avons mis en place un programme de gratuité, d'ailleurs qui est mal exécuté, un programme aujourd'hui, la construction. Bon, ce sont des cas isolés. Lorsque vous construisez, vous réhabilitez Mama Emo. Le Congo n'est pas que Mama Emo. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa a combien comme en termes de population? Plus de 14 millions. Et vous pensez que la prise en charge de toutes ces populations-là sera prise par l'hôpital de Mama Emo? Moi, je n'y pense pas. Mais il y a le projet 145 territoires qui permet la construction des hôpitaux, des écoles, qui permet, on va dire, le développement à la base. Vous savez, ce régime est un régime de circonstances. Ce qui revient à dire que non, ce régime est un régime qui profite toujours des occasions pour frapper. Regardez les conditions où les écoles qui sont construites par ces programmes-là de 145. Le Congo aujourd'hui, nous le savons tous sans ignorer que nous sommes un État qui est en retard en termes même des infrastructures. Et donc, lorsque nous construisons aujourd'hui, vous voulez construire une école, vous voulez construire une route, vous voulez construire un hôpital, construisez-le aux standards internationaux. Mais lorsque vous nous construisez une école qui n'est même pas comparable à une école construite au XIVe siècle, vous voulez que nous vous vantons? Lorsque vous construisez des routes aujourd'hui qui n'est même pas à la dimension des routes que nous voyons aujourd'hui ailleurs, vous voulez que nous vantons? Non, le Congo ne mérite pas comme ça. Le Congo mérite aujourd'hui quelqu'un qui a une vision de grandeur pour ces pays. Une vision extraordinaire pour ces pays. Voilà. Très bien, vous revenez beaucoup sur le leadership transformationnel. Vous faites allusion à quoi exactement quand vous évoquez ces concepts? Lorsque nous parlons de leadership transformationnel, c'est ce type de leadership-là qui n'est pas un leadership promettoire
ou prometteur en fait. Ce qui revient à dire que le leadership transformationnel, c'est ce type-là de leadership. Lorsque vous mettez un projet, vous le réalisez. Le président Moïse Katumbi Tchapoué et ces leaders-là, qui, lorsqu'il dit un mot, il le réalise. Aujourd'hui, le Congo, depuis l'accession au pouvoir de ces régimes, on ne fait que nourrir. On ne fait que nourrir par des promesses. On ne fait que nourrir par des promesses. Le Congo se rétrécit petit à petit au lieu que nous puissions nous avancer, aller de l'avant. Et voilà pourquoi nous nous disons qu'aujourd'hui, avec ce type de leadership transformationnel, une fois ces pays entre les mains de Katumbi Tchapoué, vous allez constater les miracles dans ces pays. Ces miracles vont s'opérer de quelle manière? Mais d'abord, il faut avoir une vision de ces pays. Et Moïse a une vision de faire de ces pays. Pensez-vous que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir n'ont pas de vision? C'est ce qui pose maintenant le problème. Ils pouvaient avoir la vision, mais est-ce qu'ils ont ce type de leadership transformationnel? C'est tout ça le problème. Est-ce que dans leur projet de société, ils ont pensé au capital humain? C'est tout ça le problème. Ils ont réduit aujourd'hui l'homme dans leur propre égoïsme. Mais comment ça? Ils ne voient que leurs propres intérêts. Vous avez vu aujourd'hui comment ils se sont enrichis? Comment ils sont en train de construire des maisons partout ailleurs? Félix Tshisekedi ne cesse de vous rappeler que l'homme a été toujours au centre de tout ce qu'il a entrepris comme projet. Mais entre le dire et le faire, vous voulez que je croie à quoi? Au dire et au faire? Mais le choix est clair. Ce que nous voyons, c'est ce que nous allons croire. Et donc voilà. Voilà. Donc avec Moïse Katumbi à la tête du pays, le Congo va subir une transformation rapide et brutale. Évidemment, évidemment. Vous savez, le Congo, et donc avec Moïse Katumbi Tchapoué, ce n'est même pas question de temps. Beaucoup de pays. Il y a plusieurs exemples au monde aujourd'hui. Lula avec Brésil, ça n'a pas tenu, ça n'a pas pris 37 ans comme ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ont pris tout en étant en opposition. Le Brésil n'a fait que 6 ans avec Lula pour connaître cette transformation. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, on reproche à Félix Tshisekedi le fait pour lui de se faire entourer des gens qui ne viennent que pour profiter de certains avantages, de certains privilèges. Qui compose l'entourage de Moïse Katumbi aujourd'hui et qu'est-ce qui vous fait croire qu'en voyant justement la composition de cet entourage que le Congo peut espérer décoller demain? D'abord, il faut féliciter le camarade Moïse Katumbi Tchapoué. Parce que lorsque vous regardez son entourage bien, vous allez vous rendre compte que ce sont les différentes zones qui sont représentées dans son entourage. Prenez le cas par exemple des camarades d'Olivier Kamitatou. Il est du grand Bandundu. Vous prenez le cas du camarade Francis Kalombo. Il est du Kassai. Est-ce que la réussite d'un leader dépend des origines tribales des... Non, c'est aussi un problème que nous avons dans ces pays. Vous savez, le tribalisme a toujours été un problème dans ces pays. Et donc, faire déjà cette cohésion d'efforts, cette cohésion des hommes, de ces différentes personnalités tout autour de lui, ça rassure déjà que non, ce pays a une chance d'aller de l'avant. Et deuxièmement, l'intelligence qui est tout autour des camarades Moïse Katumbi Tchapoué, c'est irrédoutable. C'est irrédoutable. Et nous croyons, nous, aujourd'hui jeunes, qui soutenons les camarades Moïse Katumbi Tchapoué. Parce qu'aujourd'hui, une fois au pouvoir, ça ne sera pas seulement l'intelligence de ceux qui l'entourent aujourd'hui. Nous tous aussi, nous l'entourons. Parce que nous faisons partie du parti Ensemble pour la République. Et donc, nous pensons aujourd'hui, avec l'intelligence que nous avons, la genèse d'Ensemble pour la République, nous allons pousser les choses pour que les choses se transforment dans ces pays comme veut les camarades Moïse Katumbi Tchapoué. Très bien. On continue toujours d'évoquer l'aspect lié aux élections. La CENI avait évoqué des contraintes qui pesaient encore sur elle quant à la tenue des élections dans les délais. Il y avait des contraintes financières, sécuritaires, logistiques et consorts.
Est-ce qu'à ce jour, au regard du processus électoral tel qu'il évolue, êtes-vous sûr que le 20 décembre, on aura les élections? La Constitution est claire. Il faut que la CENI nous organise les élections d'ici le 20 décembre de cette année. Mais il y a encore des contraintes. Mais s'il y a des contraintes, qui devrait mettre fin à toutes ces contraintes-là? C'est la CENI. C'est la CENI. Il revient aussi à la CENI d'aller restaurer la paix dans la partie est du pays. Où ici, Mais la question de la paix, c'est pas nous l'opposition qui gérons ces pays. mais justement, ça fait partie des contraintes qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, empêcher la tenue des élections dans le délai. Les élections qui a fait de M. Félix Tshisekedi, du président de la République, étaient organisées dans quelles conditions? N'est-ce pas qu'il y avait des troubles au niveau de l'Est de la République? Donc, ce n'est pas une raison d'ailleurs. Ce n'est pas une raison. Les élections doivent être organisées. Nous, d'ailleurs, ensemble, nous sommes prêts pour aller aux élections. C'est plutôt ceux qui sont en face de nous qui ne sont pas encore prêts pour aller aux élections. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Regardez ce qu'ils nous ont fait. On vous donne des cartes d'électeurs qui, du reste, d'un côté, est comparable à une ardoise. De l'autre côté, c'est visible. Tout simplement, dans leur calcul, il faut réduire les taux de participation de la population congolaise aux élections pour des manœuvres qu'eux-mêmes connaissent. Et nous sommes vigilants quant à ça. Un procès d'intention à l'endroit de la CENI. Mais non, ça ne pouvait pas être un procès de tension. Allez voir dans des bureaux des CENI là-bas pour des duplicata. Allez voir comment est-ce que les gens s'engouffrent là-bas. Et aujourd'hui, dans quelle union aujourd'hui? Pour y se retrouver là-bas, avoir une carte. Mais c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Et vous pensez que tout cela a été fait juste pour faire plaisir à la population congolaise? Non. Ça a été fait à dessein. Parce qu'ils savaient qu'il fallait réduire le taux de participation des Congolais lors des échéances électorales dans ces pays. Et nous sommes confiants que d'ici les jours qui viennent, la CENI va organiser les élections et nous ensemble, nous en sommes déjà prêts. Voilà. Très bien. Parlons cette fois-ci de la situation sécuritaire qui prévaut pratiquement sur l'ensemble du territoire national, et avec un accent particulier à la province du Nord Kivu, Ituri et Maïndombe, principalement au territoire d'Ekwamut, où la situation sécuritaire n'est pas toujours stable. Nous apprenons depuis un moment que la SADC doit aussi déployer sa force au niveau de la province du Nord Kivu, une province qui est assiégée par les rebelles M23. Nous apprenons même qu'ils ont encore progressé de manière très, très rapide. Comment voyez-vous la cohabitation entre la force de la SADC, l'EAC, sans oublier l'opération UPDF, qui est une sorte de patrouille menée entre la RDC et l'Ouganda, sachant que l'Ouganda a aussi dépêché ces éléments ici pour les comptes de l'EAC. Comment voyez-vous la cohabitation entre ces différentes forces? Monsieur Hervé, pour cette question, je tiendrai d'abord à montrer mes compassions, nos compatriotes de Kwamutu ici, à nos frères et sœurs de l'Est, et partout où il y a ces genres de choses qui se commettent. Le Congo ne mérite pas ça. Les Congolais ne méritent pas cette situation que nous vivons aujourd'hui. C'est du jour le jour que nous perdons nos compatriotes. Et personne ne peut rester indifférent, bouche bée, tout en regardant comment est-ce que ces situations-là sont en train de se détériorer encore davantage. Mais nous l'avons dit à un certain moment donné dans ces pays, ça ne servirait à rien, toutes ces forces-là, c'est du méli-mélo. C'est du méli-mélo, ça ne va rien produire. Parce que ça a déjà démontré les limites. Il faut une autre politique pour mettre fin à ce genre de choses. Voilà pourquoi nous avons dit, ce qui manque à ces pays, c'est ce type de leadership qu'incarne aujourd'hui le président Moïse Katumbi Tshaka. Il faut quelqu'un qui sera à la hauteur du leadership du grand Congo que nous sommes, pour essayer de booster les choses, parce que nous sommes sans ignorer que ce qui se passe à l'Est, ce sont des influences tant internes qu'externes. Et le président Moïse Katumbi, et c'est celui-là qui a un carnet d'adresses.
Et nous pensons qu'à l'issue, ou grâce à ces carnets d'adresses-là... Est-ce que la solution au problème de l'insécurité, c'est le carnet d'adresses? Pensez-vous que Tshisekedi n'a pas un carnet d'adresses riche? Il a une diplomatie. Une diplomatie très agissante. Bien évidemment très agissante. Et nous croyons que cette diplomatie-là va se faire au profit de la population congolaise, plus particulièrement pour mettre fin à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et ici au plateau des Batéké ici. Très bien. Nous tendons vers la fin de l'émission. Pourquoi voulez-vous ou pourquoi vous nous donnez l'impression de présenter Moïse Katumbi comme quelqu'un qui a une baguette magique, une fois au pouvoir, il va la taper et on va commencer à assister à des miracles? Il en a déjà démontré. Moïse a été gouverneur ici au Congo, au Grand Katanga, le Grand Katanga. Il a géré Katanga, je crois, presque plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Avez-vous... Il a été 2015. Il a été même quelqu'un chez qui on allait prendre des leçons là-bas. Donc il ignore. Et quelqu'un de comme ça, vous pensez qu'une fois à la tête de ces pays, le Congo ne va pas changer? Le Congo va changer. C'est vrai, il n'a pas eu de bâton magique, mais nous croyons que la volonté qu'il a pour faire changer ces pays, il le fera. Et grâce à ce leadership qu'il incarne, il va transformer ces pays. En quoi Moïse Katumbi sera-t-il la solution au problème d'insécurité à l'est du pays, alors qu'il est présenté ou il est accusé par certains comme ces Congolais qui a des accointances avec Paul Kagame? Et d'ailleurs, je vais vous rappeler ici, lors de sa récente sortie médiatique, le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Muyaya, a encore pointé de nouveau du doigt accusateur Moïse Katumbi comme l'un des rares Congolais qui n'a jamais cité Paul Kagame comme auteur de tout ce que nous subissons aujourd'hui comme agression. Mais c'est parce que les gens ne lisent pas. Parce que les gens pensent que parler aujourd'hui, c'est juste passer à la télé et dire quelque chose. Non. Parler aujourd'hui, tu peux parler sur Facebook. Parler aujourd'hui, tu peux parler sur Twitter. Parler aujourd'hui, tu peux parler sur Instagram, ainsi de suite. Moïse Katumbi en a déjà parlé depuis très très longtemps. Il n'a jamais cité le Rwanda. Il a cité. Regardez ses tweets. Parce que les gens ne lisent pas. De l'insécurité. Justement parce que les gens ne lisent pas. Il n'a qu'à regarder les tweets de Moïse Katumbi. Ils vont se rendre compte que c'est d'ailleurs le rare des personnes qui a condamné ce qui se passe à l'Est depuis très longtemps. Mais lorsqu'ils ont chanté ici, au stade des martyrs ici, est-ce que c'était Katumbi qui les avait poussés de chanter? Lorsqu'ils ont pris le buffet ici, à Kinshasa avec Kagame, est-ce que c'était Katumbi qui les avait poussés à faire ça? Ce sont des faux débats, mon cher ami. Ce sont des faux débats. Ce sont des faux débats. Voilà. Très bien. On a terminé l'émission. La caméra est devant vous. Votre dernier message au public, principalement à vos électeurs de la commune d'Engaba. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de passer sur vos écrans. Nous ne pouvons que dire à tous nos compatriotes de la commune d'Engaba que gèrent les camarades Papi Mwenze, que vous-même vous l'appelez affectueusement Papi Ngaba. Les moments bénis. Ah, on l'appelle désormais Papi Ngaba. Évidemment, on l'appelle Papi Ngaba. Pourtant, il est connu de tous que Ngaba n'a qu'un seul leader. Et oui, évidemment, c'est Papi Ngaba. C'est lui le leader de Ngaba. On cite par contre M. Charles Mbutamuntu. Non, vous savez, le seul leader aujourd'hui à Ngaba, c'est Papi Ngaba. Ah bon? Oui, il devient encore incontestable tout simplement parce que c'est quelqu'un qui n'a rien touché de l'État. Mais lorsque vous regardez ce qu'il est en train de faire du jour le jour pour la population d'Engaba, les images seront là, vont vous montrer. Demandez aux mamans d'Engaba, demandez aux jeunes d'Engaba ce qu'il a fait pour la population d'Engaba. Il ne faut pas citer des gens qui ont incité le Koulouna pour détruire la jeunesse, plus particulièrement celle de notre commune d'Engaba. Papi est celui qui a toujours milité pour que la jeunesse d'Engaba soit une jeunesse responsable. Papi Mwenze a toujours été quelqu'un qui a toujours été aux côtés en fait des mamans d'Engaba. Et donc aujourd'hui, quant à nous, il reste incontestable dans sa commune. Très bien. Nous ne sommes pas encore en train de faire sa propagande, mais nous disons quand même que non, il reste incontestable. Voilà. Très bien. Un grand merci à vous, cher Rodriguez.
Vous allez me saluer, Papi Mouenze, qui n'aime plus répondre à mes invitations. Merci, c'est gentil. Très bien. Ça en est fini pour aujourd'hui. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi religieusement cette émission. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien.